Le 6 novembre, juste avant l'aube, aux premières heures du matin à Quezon City, aux Philippines, un corps sans vie a été découvert sur la 18e avenue, Barangay San Roque. Il était 5h30 du matin et les passants étaient horrifiés. Ils pouvaient dire que c'était le corps d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, montrant des signes évidents de mort violente et brutale. Son visage et sa poitrine étaient criblés de blessures par balles. Elle avait été cruellement jetée au bord de la route comme si elle n'était rien de plus que des ordures. Mais dans ces derniers instants, elle s'est accrochée à un indice crucial, un indice qui aiderait plus tard à résoudre son affaire. Serré fermement dans ses mains se trouvait un sac en papier de McDonald's, comme si elle exhortait les vivants à y chercher des réponses. Le corps a rapidement été identifié comme étant celui de Julie Ann Rodelas, une jeune mannequin avec un avenir prometteur devant elle, affectueusement connue de ses proches sous le nom de Jaja. Bonjour, je suis Victor et bienvenue à l'Anatomie des crimes. Ce cas nous oblige à affronter les profondeurs sombres de la nature humaine, comment la jalousie et la haine peuvent déformer nos esprits, nous conduisant à commettre les actes les plus odieux. À chaque tournant, les auteurs pouvaient s'arrêter, reconsidérer et montrer de la miséricorde. Ils ont plutôt opté pour le mal. Ils sont devenus l'enfer pour cette jeune femme. Cette affaire est bien pire que les simples coups de feu qui ont coûté la vie à cette femme, qui a été si cruellement lésée dans ces dernières heures. Jaja n'avait aucun effet personnel sur elle lorsqu'elle a été trouvée, à part le sac en papier McDonald's mentionné précédemment, qu'elle tenait fermement dans sa main. À l'intérieur se trouvait un double cheeseburger non ouvert et un reçu. Le reçu était horodaté à 2h33 du matin, indiquant un achat effectué le même jour où son corps a été trouvé. Cet indice petit mais significatif allait aider à résoudre son affaire. L'autopsie a révélé que Jaja n'avait pas seulement été abattue. Elle avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises, avec des lacérations horribles dans ses parties intimes. La pauvre femme a enduré une douleur indicible pendant des heures avant sa mort. Jaja avait été signalée comme kidnappée la veille au soir, par nul autre que son amie la plus proche, la personne même avec qui elle était sortie. Ses parents, qui attendaient anxieusement des nouvelles, ont été dévastés lorsqu'ils ont reçu l'appel qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à prendre. Leur fille bien-aimée était partie et maintenant ils étaient chargés de l'inimaginable, identifier son corps. Mais qui était Julie Ann Rodelas? Elle était bien plus qu'un joli visage. Mannequin indépendante et talent à temps partiel pour ABS, CBN, l'une des principales chaînes de télévision, Jaja s'épanouissait dans l'industrie du divertissement. Qu'elle orne les couvertures de magazines comme FHM ou qu'elle apparaisse à la télévision, elle mettait tout son cœur dans son travail. Mais le mannequinat n'était pas sa seule passion. Julie était également une étudiante dévouée à l'université Aureliano, travaillant pour obtenir un diplôme en gestion hôtelière et de restaurant. Des difficultés financières l'ont forcée à quitter l'école 3 fois, mais les contrats de mannequinat l'ont aidé à payer ses études. Sa mère, Lucy Rodelas, partagerait plus tard que Julie rêvait de déménager à l'étranger pour construire une vie meilleure. Pour une jeune femme si prometteuse, son avenir paraissait illimité. Le dernier jour, le 5 novembre 2012, la mère de Julie se souvient avoir dit au revoir à sa fille ce soir-là. Julie allait rencontrer sa bonne amie Althea Altamirano qui l'accompagnait pour rencontrer un producteur afin de discuter d'une opportunité potentielle. Jaja et Althea étaient incroyablement proches, pratiquement inséparables. Elles partageaient souvent des vêtements pour leurs séances de mannequinat et certains les prenaient même pour des sœurs ou des jumelles. Jaja admirait Althea, la considérant comme un modèle, car elle avait contribué à son succès précoce. Désormais, Jaja décrochait encore plus de contrats que son amie. La soirée avait commencé assez innocemment. Julie et Althea ont regardé un film au SM Mall of Asia, profitant d'une soirée divertissante. Après le film, elles ont pris un taxi et sont descendues près du World Trade Center, le long du boulevard Diosdado Macapagal, pour rencontrer un autre ami. Mais alors, à minuit 40, une Althea paniquée et en larmes est entrée dans le poste de police de Pasay City, signalant que Julie avait été enlevée. Elle tremblait, presque inconsolable. Quelques minutes plus tôt, vers minuit 30, alors qu'elle marchait près du World Trade Center sur l'avenue Gilpuya à Pasay City, juste à l'extérieur du centre-ville de Manille, une voiture a soudainement freiné brusquement devant elle. 2 hommes ont attrapé Julie et l'ont forcée à monter dans leur véhicule avant de s'enfuir rapidement. Tout s'est passé en un instant.
Althea était paralysée de terreur, incapable de comprendre pleinement ce qu'elle venait de voir. Malgré l'urgence, elle avait du mal à se rappeler des détails cruciaux. La couleur de la voiture, les vêtements des hommes ou une description claire des ravisseurs eux-mêmes. Cependant, une chose ressortait. L'un des hommes ressemblait étrangement au petit ami de Jaja, craignant pour sa vie. Comme nous le savons, quelques heures plus tard, à 5h30 du matin, le corps sans vie de Julie a été retrouvé. La police a recontacté Althea pour un interrogatoire, mais cette fois, elle ne s'y est pas rendue. Son frère, Charlie Altamirano, a déclaré aux journalistes qu'Althea craignait pour sa vie, terrifiée d'être la prochaine. Mais que redoutait-on Althea? Les deux femmes s'étaient-elles impliquées dans quelque chose de dangereux? Un mauvais marché qui a mal tourné? Le producteur qu'elle devait rencontrer n'était peut-être pas ce qu'il prétendait être. La police savait qu'elle devrait compter sur son expertise pour résoudre cette affaire, surtout avec Althea trop effrayée pour être d'une grande aide. L'unité d'investigation criminelle et de détection, cellule d'investigation criminelle et de détection de la police nationale des Philippines, a pris en charge l'affaire, en commençant par la scène du crime. Des témoins dans la zone ont signalé avoir entendu des coups de feu vers 5 heures du matin, et plusieurs ont mentionné avoir vu un Mitsubishi Montero de couleur sombre s'éloigner rapidement de l'endroit où le corps de Julie a été trouvé. Bien que la couleur n'était pas clairement identifiable dans la faible lumière, certains témoins ont pu fournir une plaque d'immatriculation. Dans les mains de Jaja était serré ce sac de McDonald's, et à côté du cheeseburger non ouvert se trouvait un reçu horodaté à 2h33 du matin. Il venait d'un McDonald's sur l'avenue des Nations Unies. Cela a sérieusement remis en question le récit d'Althea. Si son histoire était vraie, comment Jaja aurait-il pu acheter chez McDonald's seulement 2 heures après avoir été enlevé par 2 hommes? En examinant les images de vidéosurveillance du restaurant, la police a repéré un homme d'une trentaine d'années, achetant les mêmes repas retrouvés avec le corps de Julie. La police avait enfin une piste. Une enquête plus approfondie sur le véhicule les a menés à un Mitsubishi Montero noir enregistré au nom d'une femme nommée Rosalina Kuyamboa. Mais la véritable percée est survenue lorsque les détectives ont interrogé les voisins d'Althea. Ils ont appris qu'Althea était souvent vue en train d'être récupérée par un homme dans un Mitsubishi Montero, un homme nommé Fernando. Il était le fils de Rosalina, également connu sous le nom de Jeune Rosé, et Jeune Rosé ressemblait étrangement à l'homme vu sur les images de la circuit de télévision en circuit fermé en train d'acheter les cheeseburgers. Ce n'était pas une coïncidence. Cette révélation a immédiatement jeté le doute sur l'histoire d'Althea, qui manquait déjà de détails clés que même les témoins et les passants avaient réussi à fournir. Mais maintenant, Althea elle-même avait disparu, et la police soupçonnait qu'elle se cachait. Les détectives ont décidé de mettre sous surveillance la maison de Jeune Rosé, et leur pause est arrivée le 10 novembre 2012. À 6 heures du soir, la police a repéré le père de Jeune Rosé quittant la maison avec un changement de vêtements. Ils ont discrètement suivi sa Toyota Innova noire, qui les a conduits directement à Apalit, Pampanga. Là, ils ont trouvé Althea et JR, apparemment en pleine fuite dans le Mitsubishi Montero. Une fois en garde à vue, Althea et JR ont été interrogés sur leur lien avec la mort de Julian Rodolas. La police a présenté les preuves, le reçu de McDonald's trouvé sur la scène du crime, les images de vidéosurveillance montrant JR à l'Organisation des Nations Unies, l'avenue McDonald's, où il a acheté le menu cheeseburger retrouvé sur Jaja. Au départ, Althea a maintenu sa version initiale donnée à la police le 6 novembre, mais sous la pression des officiers, des incohérences sont apparues. Finalement, Althea a craqué, révélant un complot glaçant. Selon elle, l'enlèvement de Julie avait été prémédité, mais elle a vite affirmé que le meurtre ne faisait jamais partie du plan. L'intention, insistait-elle, était simplement de donner une leçon à Julie. Althea a admis que leur amitié s'était dégradée. Bien que dans la même industrie du mannequinat, Althea en était venue à ressentir du ressentiment envers Julie, l'accusant d'indiscrétion et de propager des rumeurs. Le coup de grâce est venu lorsqu'Althea a découvert que Julie avait dit à des gens, surtout dans le monde du mannequinat, qu'Althea avait 2 enfants, une vérité qu'Althea avait essayé de garder cachée. Selon elle, cette rumeur avait nui à sa réputation et lui avait coûté des opportunités de carrière. Pour Althea, c'était une trahison impardonnable. Lorsqu'Althea a parlé à JR des rumeurs, il a vite accepté de l'aider. Ils ont comploté pour enlever Julie et la terroriser. Althea a souligné qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui nuire ou de la tuer.
La nuit du 5 novembre, Althea a révélé par texto à JR où elle se trouvait avec Julie. Peu après, le Mitsubishi Montero noir est apparu. Althea a regardé deux hommes sauter, attraper Julie et la forcer à monter dans le véhicule. Le plan a été mis en mouvement. Althea a déclaré avoir été envahie par le regret après l'enlèvement. Elle se souvient avoir voulu arrêter les hommes et ramener Julie, mais elle n'a pas agi. Au lieu de ça, elle a pleuré dans la rue. Elle insistait sur l'authenticité de ses larmes. Un policier l'a trouvée en pleurs, l'amenant à déposer un rapport à minuit 40, le 6 novembre. Pendant l'interrogatoire, Althea a avoué avoir envoyé un service de message court à JR pour qu'il vienne la chercher au commissariat. Il est arrivé peu de temps après, accompagné de son père, et le trio est parti ensemble. Althea a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune idée que Julie avait été tuée à ce moment-là. À sa connaissance, Julie avait seulement été kidnappée. Les gars, j'ai regardé ces images plusieurs fois. J'ai examiné ces images à maintes reprises. Je n'arrive pas à pleurer pour elle. Faites-moi savoir si vous le pouvez. D'accord, mais il y a beaucoup à déballer ici, donc apparemment Mademoiselle Crocodile Tears ici. En effet, il y a beaucoup à analyser. Donc apparemment, Mademoiselle Larme de Crocodile ici a été très bouleversée parce qu'elle a été un ange pour Jaja en l'aidant avec des concerts de mannequinat, en choisissant des vêtements pour la pomponner. Mais Jaja a parlé d'elle, donc d'une certaine manière, son petit ami est plus en colère à ce sujet qu'elle, et il veut lui donner une leçon. Elle accepte hésitante, je ne sais pas, par peur. Mais son petit ami la tue, et elle ne savait pas que cela allait arriver, même si apparemment dans le passé, il lui a déjà pointé un pistolet sur la tête. Je crois que si elle voulait gérer ça en tant qu'amie, elle aurait pu parler à Jaja au lieu de faire appel à un homme armé pour s'en occuper. Je n'arrive toujours pas à verser une larme pour elle. Peut-être pourriez-vous m'y aider. D'après elle, ils sont partis du poste vers 2 heures du matin, sont rentrés chercher des vêtements, puis se sont enregistrés dans un motel vers 4 heures. Plus tard, elle a rencontré des amis communs à elle et à Julie à Las Piñas City, remettant le sac et les sandales de Julie, des objets laissés derrière lors de l'enlèvement. Althea a demandé à ses amis de rendre les affaires à la famille de Julie. Le couple s'est ensuite caché dans la maison ancestrale de JR dans une palette. Althea prétendait qu'elle voulait rentrer chez elle, mais JR lui interdisait de répondre aux appels ou aux messages textes. Ce n'est que mercredi, lorsque sa sœur lui a annoncé par texto la mort de Julie, qu'elle a compris ce qui s'était passé. Elle prétend avoir confronté JR qui, selon elle, a fait semblant d'ignorer, prétendant qu'il avait sous-traité le travail à des gars qui s'occupaient de tout. Je sais que je deviens obsédé, mais son utilisation de cette serviette semble aussi utile que de mettre du rouge à lèvres sur un cochon. Je ne vois toujours pas de larmes. Tout au long de son récit, Althea a tenté de rejeter toute la faute sur Junior. Elle a opportunément prétendu avoir des pertes de mémoire après l'enlèvement et a nié avoir su la mort de Julie pendant des jours, mais sa volonté de rester cachée a jeté le doute sur son histoire, qui ne tenait tout simplement pas debout. Lors de son interrogatoire, JR a nié toute implication dans le meurtre, accusant plutôt un certain Jaymar Waradi. Selon Jeune Rosé, c'est Jaymar qui avait emmené Julie dans une maison sûre après l'enlèvement. La police a rapidement perquisitionné une maison sûre dans la rue Cotabato suite à une piste. Ce qui devait être une perquisition simple a dégénéré en un échange de tirs mortels. Des coups de feu ont été échangés entre la police et les suspects, entraînant la mort de l'un des prétendus auteurs, identifié comme Bob Usman. Les autorités ont réussi à arrêter 2 autres personnes, Jaymar Waradi et Jelan Passawilan. L'aveu de Jaymar. Une fois en garde à vue, Jaymar a fourni un affidavit qui a éclairé le crime. Selon sa déclaration, Jayyar s'était présenté à son domicile sur la rue Lionoa vers 3 heures de l'après-midi, le 5 novembre, accompagné d'un autre homme nommé Efren Talib. Jayyar est venu avec une demande claire. Il voulait que Jaymar et Talib l'aident à donner une leçon à Jaja, la rivale de sa petite amie. Par loyauté, ils ont accepté sans hésitation. Ils devaient beaucoup à Junior. Plus tard ce jour-là, le groupe a roulé dans le Mitsubishi Montero noir de Junior, s'arrêtant finalement pour dîner au restaurant Ocean Bay,
Ceci a été plus tard confirmé par des images de vidéosurveillance, montrant les 3 hommes entrant au restaurant vers 20 heures et y restant environ 1 heure. Selon Jemar, ils ne sont partis qu'après Jeune Rosé a reçu un texto de Altea. Sa réponse, filmée par la circuit de télévision en circuit fermé, était glaçante. « D'accord bébé, attends juste 1 minute. » S'ensuivit alors une série d'événements terrifiants. Les hommes ont enfilé des bonnets pour dissimuler leur identité, ont traîné Julie dans leur véhicule et se sont dirigés vers une planque. Le plan initial était d'effrayer Julie, mais la situation a dégénéré quand elle a reconnu Junior Waradi, qui a mentionné par mégarde le nom de JR pendant l'enlèvement, disant « J, allons sur notre territoire ». Alors que la situation s'aggravait, Julian Rodelas a commencé à supplier pour sa vie, répétant sans cesse « JR, JR, je suis désolé ». Varadi a expliqué que d'entendre son nom a mis Junior en colère. Il s'est déchaîné sur Julie, furieux qu'elle ait osé prononcer son nom. C'est à ce moment-là que la sombre réalité s'est imposée. Lui donner une leçon n'était plus à l'ordre du jour. La situation avait dégénéré en quelque chose de bien plus sombre. La terreur ne faisait que commencer pour Julie. Talib l'a conduite dans une pièce séparée pendant que Jeune Rosé et Waradi sont restés derrière. Les murs résonnaient de la voix terrifiée de Julie, suppliant « S'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça », puis le silence. Environ 10 minutes plus tard, Jeune Rosé a reçu un appel d'Altea. Elle pleurait quand un officier de police l'a trouvée après l'enlèvement et elle était maintenant au poste pour donner une déclaration. La version des événements d'Altea correspondait à cela. Elle avait demandé à Jeune Rosé de venir la chercher à la gare. Jeune Rosé, sans hésitation, a quitté la maison sûre, laissant Talib, Bob et un autre homme, Abdib, pour veiller sur Julie. Waradi a affirmé qu'après Jeune Rosé, plus tard dans la nuit, il a été réveillé par Bob, qui semblait alarmé, après que l'autre personne soit partie et qu'il ait décidé de rentrer dormir. Un homme connu sous le nom d'Aldos était apparu de manière inattendue à la planque, et Bob ne savait pas quoi faire. De retour sur place, Varadi a trouvé Talib montant la garde à l'extérieur. À l'intérieur, Aldos parlait à Julie, tenant un pistolet de calibre .45 en main. Varadi l'a confronté. JR l'a laissé à notre charge. Ne joue pas avec elle, il a averti. Mais Aldos n'était pas du genre à reculer. Quel est le problème? Pourquoi ne m'accordes-tu pas cette faveur? Il rétorqua. Varadi a répété son avertissement, rappelant à Aldous que leurs ordres étaient de protéger Julie. Mais Aldous a poussé plus loin. C'est tout? Tu vas la jeter de toute façon? Laisse-moi l'utiliser d'abord. Puis, dans les derniers moments de la vie de Julie Rodelis, Jeune Rosé est revenu à la planque, portant un repas de hamburger de restauration rapide. Il l'a remis à Varadi, qui s'est approché de la porte de la pièce où Julie était détenue et a passé le repas à l'intérieur. Varadi a expliqué que ce geste était un signal pour Aldous que Jeune Rosé était arrivé et que Waradi se retirait. Aldous a répondu calmement « C'est bon, j'ai fini ». L'atmosphère est devenue encore plus glaciale lorsque Aldous a demandé « Quel est le prochain mouvement ?» Talib aurait apparemment répondu « Jeune Rosé », a dit « Tire pour tuer ». Aldous, détenant le pouvoir de vie et de mort entre ses mains, s'est tourné vers Julie et lui a dit de manger la nourriture, la rassurant qu'elle serait ramenée à la maison bientôt. Ignorant ce qui l'attendait, Julie a refusé le repas, préférant manger une fois chez elle. Waradi, de plus en plus mal à l'aise, s'est éloigné des événements qui s'intensifiaient. Il a quitté la scène, mais a continué à demander des mises à jour. Selon le témoignage de Waradi, Aldous a plus tard admis qu'il était le premier à avoir tiré sur Julie, suivi de Talib. Elle avait reçu 5 balles dans la tête. Quand Waradi a appris cela, il aurait réagi avec stupeur, réussissant seulement à marmonner « C'est trop ». Vers 5 heures du matin, le corps sans vie de Julie a été jeté sur le bord de la route. Comme si la cruauté ne suffisait pas, elle a été abattue une fois de plus. Cette fois, le bruit du coup de feu a réveillé le quartier environnant. La déclaration de Varadi, glaçante et inébranlable, a fourni une révélation finale et dévastatrice. Julie avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises avant son meurtre. L'examen post-mortem confirmerait plus tard ce fait horrifique. Le témoignage de Varadi était si crucial que le parquet le considérait comme leur témoin vedette.
Justice et procès. L'enquête ne s'est pas arrêtée après les premières arrestations. La police a lancé une chasse à l'homme implacable pour les suspects restants, Ifran Talib et l'homme connu uniquement sous le nom d'Aldos, qui, selon Varadi, était directement responsable de l'agression sexuelle et du meurtre de Julie, tout cela sur les ordres de Junior. Par la suite, les accusations ont commencé à s'accumuler. Althea Jeune Rosé, Jaymar Waradi et Jalan Pasawilan ont tous été formellement accusés de kidnapping et de meurtre. Pendant ce temps, les deux fugitifs, Aldos et Talib, ont fait face à des accusations supplémentaires d'agression sexuelle et de meurtre. Le 22 novembre 2012, lors de la mise en accusation, Waradi et Pasawilan ont tous deux plaidé non coupables. Leur défense a soutenu qu'ils étaient des participants passifs sans implication directe dans le meurtre de Julie, Althea et Jeune Rosé, ont refusé de plaider, laissant le tribunal plaider non coupable en leur nom. Suite à la procédure, le tribunal a ordonné à Althea et Jeune Rosé d'être transférés à la prison de Quezon City, tandis que Waradi et Pasawilan restaient en détention au Criminal Investigation and Detection Group à Kankaringal. Entre-temps, l'équipe juridique d'Althea et Jeune Rosé a déposé une motion d'annulation visant à faire rejeter les charges en raison de ce qu'ils prétendaient être des arrestations illégales. Cependant, cette motion a été rapidement rejetée par le tribunal régional de Quezon City en février 2013. Le juge Caridad Walsilucero a statué que la police avait agi légalement en procédant à des arrestations sans mandat, citant les preuves solides liant les défendeurs à l'enlèvement et au meurtre de Julie. Le tribunal a estimé que les circonstances entourant le crime justifiaient les soupçons et les arrestations dans les 2 à 4 jours suivant la découverte du corps de Julie. Entre-temps, l'affaire de Jalan Pasawilan a pris une nouvelle tournure. En raison d'un manque de preuves le liant directement au meurtre de Julie, il a été inculpé pour possession illégale d'une arme à feu. En janvier 2013, Pasawilan a été temporairement libéré sous caution, fixée à 80 000 pesos. Mais cette liberté éphémère le mènerait à sa perte. Le matin du 15 juin 2013, Pasawilan a été abattu et tué alors qu'il prenait son petit déjeuner avec sa famille à leur domicile à Quezon City. Selon les rapports, un voisin nommé Nasher Alamansa a fait irruption dans la maison de Pasawilan vers 5h30 du matin et a ouvert le feu. Malgré la nature choquante et violente du crime, la veuve de Pasawilan, Samira, a refusé de laisser les enquêteurs de la scène de crime entrer dans leur maison. Elle a même signé une renonciation, refusant toute enquête sur la mort de son mari. Le tueur à gages a peut-être été engagé pour faire taire un autre témoin qui pourrait témoigner contre ses amis, mais la vérité restera peut-être inconnue. Pendant cette bataille juridique mouvementée, la famille de Julie est restée résolue dans sa recherche de justice. Son frère Alvin a parlé ouvertement de leur espoir que les fugitifs restants, Ifran Talib et Aldos, soient finalement traduits en justice. Selon le témoignage de Varadi, ces deux hommes sont ceux qui ont brutalement agressé et tiré sur Julie sur ordre de Jayar. La famille Rodelas a juré de continuer à se battre jusqu'à ce que la justice soit pleinement rendue. En septembre 2024, 12 ans après la mort tragique du mannequin et personnalité de la télévision Julie Ann, le tribunal régional de première instance de Quezon City est enfin prêt à rendre son verdict. La conclusion tant attendue de cette affaire très médiatisée a été entachée de retards répétés. Initialement, le jugement était prévu pour le 12e juillet 2024, mais le juge Caridad Walsilucero l'a reporté, d'abord au 23e août, en raison d'un inventaire de cas, puis au 27 août pour une caravane à Davao City, et enfin au 27 septembre. Les volontaires contre le crime et la corruption, aux côtés de la famille Rodelas, ont exprimé leur frustration face à ces retards. L'avocat Manuel Obidosa Jr. du Volontaire contre le crime et la corruption a critiqué le tribunal pour les reports répétés, soulevant des préoccupations concernant le système judiciaire. Maintenant, il n'est pas clair si le procès a commencé ou s'il a subi un autre retard déchirant pour les familles. 12 longues années après que la vie de Julie a été brutalement interrompue, il continue d'espérer que le tribunal rendra un verdict qui apportera enfin une conclusion et une semblance de justice pour Julie. Mais peu importe la justice obtenue au tribunal. Tant que ces deux hommes, qui restent libres depuis plus d'une décennie, ne seront pas également attrapés, il n'y aura jamais de véritable justice pour Jaja.